Alors, je vais juste souffler un peu parce que sinon je vais être essoufflé en vous parlant. J'ai couru vraiment. Voilà. Turian, merci beaucoup, c'est super. Voilà. Alors, très bien. Il me semble un peu flou la caméra, mais bon. Ok. Hello Anne. Alors bonsoir à vous toutes et tous. Merci beaucoup d'être là et encore toutes mes excuses pour ce petit retard. Mais quand même, 7 minutes, là on commence bien tard. Mais voilà, j'avais un rendez-vous hyper important, je ne pouvais pas faire autrement. Ce qui fait que j'ai traversé la ville en courant. Et voilà. Bon, à défaut de calme mental, vous aurez certainement développé de la patience pour le coup. Ce qui est très facile hein, pour moi de le dire, vu que c'était pas, j'avais qu'à courir et de l'autre côté, il y avait qu'à développer la patience, mais c'est toujours très simple à dire. Donc voilà, c'est pas une vraie excuse, c'est juste une façon de dire. Ok, donc on va commencer, euh, comme toujours, par une prise de refuge. Développement de l'esprit d'éveil, bien sûr, pour se mettre dans la juste intention, comme on en a l'habitude. Et puis ensuite, on entrera dans cette pratique du calme mental. Voilà. Sangye cho tong tsoge cho nam la chang cho parato dane chap so da ge jen so ge pe sanang ge tro la pen chire sangye trom parai sho sem chen tam che de we ju tong den parai ju che dung al ge ju tong chal warai ju Dungal me pe dewa da tang men chal warai juruj nye ring cha tang nye tang cha we tang nyan chambo la na parai juruj pal den ca we la ma ren pai che da ge che wara pe me den chua la ka den chen bu ko ne che sun de Voilà, ce matin, lors de la session du calme mental à la Maison Verte, je rappelais que quand on prend refuge, on exprime en fait le mot du Bouddha, le nom du Bouddha, évidemment, vu qu'on dit Sangye Che, Tang Tsoge Cho Namla, ça veut dire vraiment je prends refuge en le ou les Bouddhas, les Dharmas, les Sanghas. Mais la particularité, disais-je ce matin, c'est que quand on dit Sangye, en tibétain, on exprime d'une manière très très claire le sens. C'est-à-dire qu'il y a un sens évident, à la différence du terme Bouddha ou du nom Bouddha pour lequel le sens n'est pas évident, à moins qu'on le connaisse. On peut le traduire par l'éveillé, ce genre de choses, d'accord. Mais on reste dans quelque chose de finalement interprétatif. Quand on dit Sangye, on parle de purification, clairement, c'est Sang, et on parle de développement, c'est Gye. Et donc, ça signifie que tout ce qu'on va mettre en œuvre, et quand je dis tout, c'est-à-dire tous les aspects de la pratique du Dharma, autant une réflexion philosophique, que ce soit, comme pour nous là maintenant, une pratique du calme mental, tous les moyens auront ces deux buts. C'est-à-dire d'un côté la purification des voiles, des négativités, et quand on dit voile, négativité, ça veut dire finalement
tout ce qui nous contraint, tout ce qui va créer, dans le fond, une forme de souffrance ou une forme de mal-être, euh, et encore une fois, une forme parce que quelle que soit sa forme. Et de l'autre côté, quand on dit gai, ça veut dire le développement de toutes les qualités. Avec ceci de particulier que ces qualités ne sont pas du tout, du point de vue bouddhiste, conçues comme devant être obtenues de l'extérieur, comme si, voilà, on va beaucoup travailler, puis un jour on les obtiendra. Elles sont déjà présentes. Donc en fait, tout le travail, le chemin spirituel est un chemin de dégagement, pourrait-on dire. Un peu comme si on dégageait tout ce qui n'était pas notre véritable nature pour retourner à notre véritable nature. Et si on le voit comme ça quand on dit Sangye, ben finalement, ça pose tout de suite le cadre. C'est-à-dire que quand nous méditons ici, on ne fait pas tellement autre chose que ça justement. On peut prendre juste une simple image et puis après on commencera assez rapidement à méditer pour tout de suite être dans un premier exercice. On prend tout le temps cette image que vous avez certainement entendue de nombreuses fois, mais c'est l'eau qui décante. Quand on prend de l'eau qui décante, ça veut dire qu'on a de l'eau plus ou moins trouble, et quand vous laissez cette eau dans un verre, dans un bol, n'importe, dans un verre c'est d'autant plus frappant, vous laissez cette eau naturellement se déposer vraiment, une journée, 2 jours, et après vous allez voir une limpidité se manifester naturellement. Vous n'avez rien fait en fait, vous avez juste laissé se déposer toutes les particules en suspension dans le fond du verre. Et en fait, il y a quelque chose alors qui va révéler sa limpidité. Donc quand je parle de décanter ou de tout simplement se défaire, euh, il y a quelque chose de cet ordre dans le processus méditatif. C'est-à-dire que le premier travail, en quelque sorte, c'est bien celui de chiner, de pacification et de stabilisation, mais ce travail, entre guillemets, cette activité de chiner, c'est une activité de verre d'eau. Donc nous sommes des verres d'eau. Donc en fait, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais nous sommes tous des verres d'eau. Donc ce soir, on va faire les verres d'eau. C'est assez agréable de faire des verres d'eau. Le verre d'eau, le verre contenu, hein, pas le verre qui vit dans l'eau. Hein. Bon, voilà, ça c'est la confusion du français. Non, non, on parle bien du contenant. Le contenant, voilà, voilà, nous sommes un verre d'eau. Pas une tasse, parce qu'une tasse, on ne voit pas de l'extérieur. Non, non, ni un mug, un verre d'eau. Donc le premier travail, c'est de faire l'eau dans le verre, tout simplement, de laisser se poser cette eau, ce qui suppose pour nous beaucoup de travail parfois, parce qu'on a tellement l'habitude de penser qu'il nous faut faire quelque chose que, oui, mais on fait quoi avec le verbe? Ben, on fait rien. On fait rien. Ou plutôt, on fait ce qu'on ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire qu'on le laisse en paix, naturellement, tel qu'il est. Tel qu'il est. Il y a quelque chose de possiblement magnifique, j'allais dire forcément, mais ça, a priori, mais disons possiblement magnifique, de laisser les choses en place, c'est-à-dire de laisser l'esprit se reposer, vraiment. Et là, on n'est pas du tout dans l'idée de simplement je me repose, c'est ce qui est très bien de se reposer, il n'y a pas de doute, mais on est dans l'idée de vraiment poser, reposer, reposer, on la repose, c'est-à-dire on place l'esprit, on le place, on le pose, et on le laisse se poser, très simplement, comme une forme de détente, une détente intérieure. Et une détente vraie, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des efforts pour se détendre. Donc il n'y a rien à faire pour se détendre. Juste on se détend. Et juste se détendre, ça veut dire juste demeurer. C'est vraiment rien d'autre. Et pendant un petit moment, juste goûter ça. Et goûter, ben, disons, l'état qui se présente aussi. Se détendre avec l'état qui se présente. C'est tout. Sans forcément qu'il n'y ait plus de pensée. Il n'y a pas besoin d'avoir un désir particulier. On n'a aucun désir. On se détend aussi par rapport à ça. On peut se permettre le luxe extraordinaire de lâcher tous les objectifs. C'est quand même fantastique. C'est pour ça que je dis une vraie détente. On n'a pas besoin de réussir même à être détendu. Vous vous rendez compte? On n'a même pas besoin de se détendre comme objectif. On se détend juste. Voilà. Et on va prendre quelques minutes
pour se placer d'abord dans cet état. Et ensuite, on rentrera dans la pratique. On pose l'esprit, mais on pose le corps aussi. C'est aussi le corps qui se pose. Pour que le corps se pose, on doit placer une certaine qualité de conscience dans le corps. Sentir le corps. Laisser l'esprit avec le corps, très simplement.
Voilà. Bon, c'est terrible parce que c'est très agréable en fait. Donc là, je suis en train de vous frustrer, mais c'est pas grave. L'idée, c'est juste d'ouvrir un peu. C'est un peu comme si on goûte un mets avant de vraiment le manger. Oui. Donc il peut y avoir une envie d'en manger plus, c'est possible, mais l'idée, c'est vraiment d'arriver. Donc, et c'est important d'arriver. On arrive parce que, bah, par exemple, moi j'ai couru, j'ai pris le tram, le bus, et je me suis dit, ouf, est-ce que je vais arriver en retard? Et je suis arrivé en retard. Donc finalement, dans ma tête, j'ai couru, c'est normal, on fait tout ça. Mais du coup, c'est bien d'arriver. Ne croyez pas non plus que je vous propose cet exercice pour moi, parce que tout à coup, j'aurais besoin. Ça me fait du bien, au même titre que vous, mais c'est pour illustrer le fait que on peut avoir couru en étant resté en place. Hein, c'est pas ça. On peut très bien s'être dit, mais non, de bleu, ça commence quand Ça aussi courir. Hein. Il y a mille manières de courir. C'est pas toujours courir physiquement. C'est pour ça qu'on fait arriver le corps et on fait arriver l'esprit. Et puis on les fait arriver. Les faire arriver, ça veut dire donner un espace. Et il est certain, presque, quoi, voilà, on peut toujours voir les choses d'une manière différente, mais il est quasi certain que la méditation est quand même, ou pourrait se définir par l'idée de laisser ou d'ouvrir un espace. Il y a quelque chose de cet ordre. Alors, je mets un peu des bémols, des guillemets pour être très prudent, parce qu'après, on va penser qu'on doit ouvrir quelque chose de particulier. On se demande comment on va devoir faire pour ouvrir. Donc, ouvrir, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que c'est une façon de mettre un mot sur ce qu'on vient de faire, finalement. Là, on vient d'ouvrir parce qu'on vient de donner un espace. On vient de donner un espace au corps, un espace à l'esprit pour arriver, déjà. C'est déjà magnifique. Et on l'a fait de manière très simple, non élaborée. Et ça nous permet de goûter l'esprit avec lequel on va pouvoir méditer. Parce qu'on va continuer à méditer de cette manière. On n'a pas besoin de méditer réellement autrement. Donc à partir de là, on va pouvoir porter une attention. On va continuer notre exploration de manière vraiment très simple, mais on va juste porter notre attention sur cette qualité de présence. On pourrait dire que il y a l'idée, il y a cette image du verre d'eau, on est toujours le verre d'eau, mais on pourrait rajouter un élément, alors il faut faire attention que ça ne devienne pas trop riche, mais on pourrait rajouter la grand-mère et le verre d'eau. Pourquoi? Parce que la grand-mère, elle a du temps et de la patience. Donc elle ne s'excite pas en regardant le verre d'eau, c'est tranquille. De la même manière qu'elle est extrêmement tranquille quand l'enfant est turbulent, elle sait que c'est passager. Elle ne réagit pas comme la mère ou le père qui peuvent être très énervés. Non, la grand-mère, elle a du champ, elle a de l'espace. Donc on a cet espace pour laisser se poser le verre d'eau. Et voilà, et on va travailler comme ça pour simplement placer cette qualité de présence. Une qualité de présence qu'on peut ensuite, une fois qu'on l'a placée, et ça sera ce qu'on peut éventuellement explorer au fur et à mesure des exercices, faire que la qualité de présence, elle se permette une certaine lucidité, une certaine clarté, de plus en plus finalement. Encore une fois, une clarté absolument non forcée. Simplement une clarté qui fait que la présence, petit à petit, on sent que la présence peut s'associer avec la clarté, de manière très simple, vraiment. Et pour aider le tout, on peut décider de maintenir un peu comme si avec une main on tenait à, vous savez quand on marche parfois en montagne, on a une petite, pas vraiment une barrière, mais on a une sorte de main courante, on a un câble peut-être qu'on peut tenir. Donc on tient juste pour savoir qu'on est là, pour pas tomber, pour pas partir dans la distraction. Ce que l'on tient, c'est le support. Le support est là, c'est le support pense-bête. J'ai toujours entendu la Matenzong parler du support comme d'un pense-bête. C'est le fil qu'on met au doigt pour se dire finalement pourquoi j'ai mis ce fil. Ah oui, c'est vrai, il faut que je ramène du sucre. Donc le support, c'est le pense-bête. C'est juste pour nous dire on est là, on est encore là. C'est le pense-bête qui va nous aider à revenir à cette qualité de présence et qui va nous permettre de laisser l'espace à cette qualité de présence pour qu'il puisse y avoir petit à petit de la limpidité, de la clarté. Voilà. Et on va commencer ainsi.
une petite pause. La pause, c'est pas forcément pour arrêter de méditer. C'est juste une façon de créer un moment différent dans la pratique. Parce qu'au cours de la pause, on peut garder sa qualité d'attention. Mais ça nous permet d'explorer quelque chose de différent. Tout à coup, on bouge, on va avoir envie de bouger le corps, mais en fait, on est quand même dans cette qualité de présence. Voilà. C'est pas une pause dans le sens, ben, j'en profite pour regarder le journal. Non, je reste dans ce mouvement méditatif, mais un peu différemment. Et du coup, j'explore aussi comment je suis. Peut-être c'est plus facile tout à coup d'être présent parce que je me détends les jambes. Il y a plein de choses qu'on peut, avec une curiosité, on peut se rendre compte d'un certain nombre de choses. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé d'explorer ça, mais c'est vrai qu'on peut se demander quand est-ce que ça commence. Il y a toujours cette... Bon, on a déjà visité ce genre d'endroit, mais c'est intéressant quand même. Peut-être qu'on attend le coup de gong pour que ça commence. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin, je ne sais pas. Peut-être que tout commence quand on place son attention d'une manière différente.
Une petite pause encore. Là, personnellement, je rencontre les obstacles ou les ennemis, même on en parle comme ça, de la méditation. C'est la torpeur et la somnolence. Quand on rencontre ça, alors dans les textes, c'est vraiment le reste. Bon, bien sûr, en fait, il y en a trois, hein: torpeur, somnolence, agitation. Donc, quand on rencontre ça, il faut prendre des mesures. Alors, la mesure, c'est si on peut ou on peut très bien se lever, marcher en méditant. Ça peut être une possibilité. Sinon, on laisse les yeux vraiment bien ouverts. Ça, c'est vraiment très bien. On laisse les yeux bien ouverts et puis on tend le corps vers le haut. On place le regard au loin. Donc ça, c'est des mesures qu'on peut prendre. Après, il y a des moyens encore plus spécifiques, mais déjà, ça peut être très bien. Un jour, peut-être qu'on parlera de ces moyens spécifiques, mais il faut trouver la bonne circonstance. Mais déjà, ça peut être utile. Le problème de la torpeur, la somnolence, c'est que cette qualité de présence, elle est masquée. On est vraiment, c'est gluant, la torpeur et la somnolence, tellement c'est agréable. D'ailleurs, on pourrait rentrer dans le sommeil et puis hop, ouf, on se coule là-dedans et puis, voilà, puis c'est terminé, hein, on n'est plus là, quoi. Il y a quelque chose de très doux, de très. C'est pour ça que un peu, c'est comme du miel, c'est un peu gluant, on est dedans. Mais quand on est dedans, ah bah, on perd ce côté cristallin. Alors cela dit, vu que quand on médite, on peut rencontrer ce genre de situation, c'est pas non plus à voir comme un problème du genre. Donc on a fait une mauvaise méditation parce on éprouvait de la torpeur, de la somnolence. Non, on peut être fatigué, on peut avoir plein de raisons. Après, c'est comment on pose le regard sur ce phénomène aussi. Ça, évidemment, c'est ça que ça va faire une différence aussi. On ne peut pas en faire directement grand-chose. Bien sûr qu'après, ultimement, les très bons méditantes et méditants vont pouvoir observer la nature vide de la torpeur et la somnolence. Bon, d'accord, mais pour nous, en général, avant qu'on observe la nature vide, il se fait un grand vide, là, dans lequel on tombe, en général. Donc, c'est pas la vacuité illuminée, c'est la vacuité trou de souris, plutôt, hein. Donc, voilà. C'est ce qu'en tibétain on appelle Naktome, hein. Naktome, ça veut dire à peu près l'hibernation d'un ours. C'est-à-dire il ne se passe rien, quoi. C'est... Mais il ne se passe rien et pourtant on a la sensation qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait plus de phénomènes mentaux. Donc là on peut se laisser des fois même prendre au piège par la torpeur et la somnolence. Parce qu'on a l'impression que c'était waouh, c'était tellement tranquille. Non, non, non. Non, non, c'était pas tellement tranquille, c'était juste tellement opaque. Mais parfois, ça se confond un peu. Donc, j'ai toujours entendu aussi la Matonzong dire non, non, la clarté, elle est toujours lumineuse, c'est-à-dire le calme est lumineux. C'est la mer d'huile, mais en plein jour. C'est jamais en pleine nuit, hein. Si c'est en pleine nuit, ça va pas. Ça veut dire que donc on a perdu ce caractère cristallin, donc évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre les yeux, parce que les yeux ont une grande importance, on reste. Mais, on ne va pas non plus chasser cet état. Si on rentre dans oui, non, mais j'aurais pas dû, etc. Ça, c'est trop, beaucoup trop. Donc, on reste dans cette grande simplicité. On a aussi l'espace pour accueillir ça. Mais j'en parle parce que, ben, voilà, je le rencontre particulièrement maintenant, mais on le rencontre tout le temps. Donc, il faut méditer avec aussi. Dans l'océan du sens certain, on nous rassure toujours, il y a toujours un moment où on nous dit, si vraiment ça devient un peu pénible, on peut toujours faire une petite ouverture en bas de l'entrée de la grotte qu'on a murée. Donc on est rassuré. Comme ça, on sait qu'on peut faire rentrer un peu d'air dans notre grotte emmurée. Donc c'est le genre de passage dans le Ngedungato où on se dit, ouais, quand même, là, quand ouais, il y en a qui méditaient dans des sacrées conditions quand même. Quand la mesure, c'est vraiment si ça marche pas, faites un petit trou dans l'entrée de la grotte. Oui, ben disons que pour l'instant, pour nous, heureusement, on n'a pas besoin de faire un trou à l'entrée de la grotte. On peut déjà prendre d'autres mesures plus accessibles pour nous directement.
Et on va continuer notre exploration. En revenant sur le support sert à ça aussi, hein, c'est revenir tout le temps. Et là, on peut aussi des fois mettre un peu plus de tension sur le support, faire en sorte qu'on soit plus attentif à ce va-et-vient du souffle, si c'est ça notre support.
Une petite pause. Très bien, on poursuit.
Voilà, on est arrivé au terme de cette session du lundi soir, avec peut-être des moments de, voilà, torpeur, somnolence, mais pas que, heureusement. Ben voilà, de toute façon, ça bouge, ça change. Ce qui est intéressant aussi dans ces courts moments, alors c'est toujours relatif, hein, dizaine, quinzaine de minutes, on peut sentir aussi les différentes situations et la façon dont on réagit dans ces différentes situations. C'est un peu comme si ça nous donne de multiples terrains de jeu pour observer un certain nombre de choses. Mais quoi qu'il en soit, on revient toujours à l'instruction essentielle, c'est-à-dire revenir clairement sur le support et puis se souvenir intérieurement que, et c'est certainement une des instructions les plus importantes, ne pas, ou plutôt s'affranchir des trois temps. Il y a vraiment cette idée-là qui est importante, qui revient très souvent, et peut-être que la deuxième plus importante pour nous, c'est la non-appropriation, ne pas devenir propriétaire. Et ça, c'est vraiment une instruction qui revient d'une manière systématique. Euh, Suffisamment subtile pour qu'on ne se rende pas compte à quel point, justement, nous approprions les, les phénomènes. Très, très vite, hop, on rentre dans une forme d'appropriation. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on peut les expliciter, ces instructions, mais c'est surtout des sortes de guides dans l'exploration. Un peu comme si ça nous faisait nous poser des questions. Tiens, suis-je dans les trois temps? Tiens, suis-je en train d'approprier? Et finalement, ces instructions sont parfois, j'aurais tendance à dire, plus intéressantes dans la question que dans l'injonction. Dans la question, c'est intéressant, elles nous permettent d'explorer, de se rendre compte d'un certain nombre de choses, dont justement l'importance des trois temps. Peut-on penser hors des trois temps? Et on peut garder cela comme énigme, finalement. Donc voilà, ça c'est juste pour la route. Et oui, s'affranchir des trois temps, on ne pense plus. c'est à découvrir, justement. Catherine qui déjà nous donnait la réponse. Mais non, l'idée c'est d'observer, voyons. Peut-on penser au-delà des trois temps? Évidemment, après, il y a déjà des bonnes réponses. Mais c'est intéressant, c'est un peu une manière de se rendre compte à quel point, en fait, on s'inscrit toujours dans les trois temps. C'est plutôt ça. Évidemment que ce serait très difficile de penser au-delà des trois temps. Mais comment? C'est juste une façon de dire, ces instructions-là sont des instructions de méditation, mais c'est des instructions aussi dans la vie de tous les jours et qui peuvent nous... voilà, on a des projets, voilà, demain je vais faire n'importe quoi. On observe des choses. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. On va conclure avec une dédicace, bien sûr, comme toujours. Puis ensuite, on pourra se souhaiter une bonne soirée. Sonam diye tom che zengpa ne tom ne nye pe ranam pam je ne ke ga na che balam chupai si pe tsole do wa do warai sho si pe tsole do wa do warai sho, puissent tous les êtres être libres des océans du devenir. C'est ainsi qu'on termine cette belle prière de dédicace. Si pe tsole do wa do warai sho, puissent tous les êtres être libres de cet océan du devenir. L'océan du devenir, c'est l'océan où ça n'arrête jamais, où il y a justement cette course effrénée d'une pensée à l'autre. Voilà, en tout cas, merci encore, et puis bonne soirée à vous toutes et tous. Et on se retrouve peut-être mercredi. À bientôt. Merci, Yann. Merci.